Cette mission ne devait durer que 5 ans. Étudier Jupiter et Saturne, puis s'arrêter. Mais 50 ans ont passé. Et la découverte la plus choquante n'a pas été faite sur les planètes, mais au cœur même des ténèbres. Ce petit bus, équipé de la technologie de 1977, se trouve maintenant à un jour-lumière de la Terre, enregistrant le son du milieu interstellaire. Là-bas, là où le bouclier protecteur du Soleil s'arrête, nous avons vu la densité du plasma augmenter soudainement de 40 fois. Cela semblait physiquement impossible, car les modèles prévoyaient le néant à cet endroit. Mais voyager nous a prouvé que cette région de l'univers était pleine, vivante et dangereuse. Les dernières données de cette légende, dont l'énergie est sur le point de s'épuiser, sont en train de réécrire l'astrophysique. Et si vous aussi, vous êtes curieux de cette vérité aux confins de l'univers, et que vous aimez repousser les limites de la science, abonnez-vous immédiatement. On commence. Pendant des années, nous avons cru que l'exploration spatiale nécessitait toujours la dernière technologie, des ordinateurs quantiques géants ou des moteurs à fusion pas encore inventés. Les films de science-fiction nous ont appris que pour atteindre les étoiles, il fallait des vaisseaux lisses et futuristes. Pourtant, le plus grand voyage de l'humanité a balayé toutes ces attentes. Notre émissaire le plus lointain n'est pas un super-ordinateur. Il est, selon les normes actuelles, encore plus simple qu'une calculatrice. Mais cet amas de métal flottant dans le vide a changé tout ce que nous savions sur l'univers. En ce moment même, à cette seconde précise, au-dessus de votre tête, dans une obscurité bien plus profonde que tout ce que vous pouvez imaginer, un objet de la taille d'un petit bus progresse. Sa vitesse est de 60 000 km/h. C'est plusieurs fois plus rapide qu'une balle de fusil. Mais l'espace est si vaste qu'à cette vitesse, il semble presque immobile. Cet objet est à 25 milliards de kilomètres de nous. Il est presque impossible de saisir ce chiffre. C'est une distance telle que même la chose la plus rapide de l'univers, la lumière, a du mal à l'atteindre. Un signal radio que vous enverriez de la Terre mettrait 24 heures pour atteindre cet engin. Si vous envoyez une commande, vous devrez attendre 48 heures, soit 2 jours entiers, pour recevoir la réponse bien reçue. C'est comme envoyer une lettre à l'autre bout de la galaxie, car le vide qui nous sépare défie les limites de la perception humaine. Le nom de ce voyageur solitaire est Voyager 1, et son histoire n'est pas seulement celle d'une machine, elle teste aussi les limites de la volonté humaine. Le plus surprenant chez Voyager, ce n'est pas où il est, mais ce qu'il est. Il a été lancé en 1977. Cet engin est donc plus vieux qu'Internet, que les téléphones portables et que les ordinateurs modernes. Le processeur de votre smartphone est des millions de fois plus puissant que le cerveau de Voyager. Ce n'est pas une exagération, c'est un fait mathématique. L'ordinateur principal de Voyager n'a que 70 kilooctets de mémoire. Mettons cela en perspective. Une simple photo que vous prenez avec votre téléphone occupe en moyenne 4 mégaoctets. Une seule de vos photos est donc 60 fois plus grande que toute la mémoire du vaisseau le plus avancé que l'humanité ait envoyé vers les étoiles. Mais cette mémoire limitée a résolu les plus grands secrets de l'univers. Les données ne sont pas stockées sur des disques SSD modernes, mais sur des bandes magnétiques à 8 pistes. Ces bandes sont les ancêtres des cassettes que l'on utilisait autrefois pour écouter de la musique en voiture. Pourtant, cette technologie primitive a survécu au froid glacial et aux radiations mortelles de l'espace.
un ordinateur portable moderne tomberait en panne en quelques secondes dans le vide spatial. Mais ce matériel primitif de voyager fonctionne depuis 45 ans, car parfois, la complexité est l'ennemi, et la simplicité est la clé de la survie. Cependant, il y a un côté triste à cette histoire héroïque. Voyager se meurt. Ce n'est pas un scénario de film dramatique, c'est une conséquence inévitable de la physique. Il est si loin du Soleil que les panneaux solaires seraient totalement inutiles. Là-bas, le Soleil n'est qu'une étoile brillante parmi d'autres dans le ciel. C'est pourquoi voyager transporte un cœur nucléaire, des générateurs thermoélectriques à radioisotopes ou RTG à l'intérieur de ces générateurs. Il y a du plutonium 238. Cet isotope se désintègre naturellement et cette désintégration produit de la chaleur. Les générateurs convertissent cette chaleur en électricité. Mais les lois de la physique sont impitoyables. La demi-vie du plutonium est de 88 ans. Cela signifie que chaque jour, chaque heure, voyager perd de la puissance. Au lancement, ces générateurs produisaient 470 watts de puissance. C'était suffisant pour faire fonctionner un puissant ordinateur de jeu. Mais aujourd'hui, la production a diminué de moitié. Chaque année, 4 watts de puissance sont perdus pour toujours. C'est pourquoi les ingénieurs de la NASA, comme un conducteur qui éteint la climatisation et la radio dans une voiture à court de carburant, sont obligés d'éteindre un par un les organes non vitaux de la sonde. En février 2025, l'expérience sur les rayons cosmiques de Voyager 1 a été arrêtée. Un mois plus tard, le détecteur de particules de Voyager 2 s'est tu. Actuellement, seuls 3 ou 4 instruments scientifiques fonctionnent sur chaque sonde. Ce n'est pas une économie, c'est une lutte pour la survie. Aussi ces instruments n'avaient-ils pas été éteints, toute la mission aurait pu se terminer en quelques mois. En faisant ce sacrifice, les ingénieurs espèrent que le cœur de Voyager continuera de battre jusqu'aux années 2030. Le but est de faire vivre cette légende de 50 ans quelques années de plus. Alors, pourquoi tant d'efforts? Pourquoi déployons-nous tant d'énergie pour maintenir en vie cette pièce de métal des années 1970, Latchat, dont la mémoire est inférieure à celle d'une clé de voiture? Parce que l'existence même de Voyager repose sur un miracle, une coïncidence cosmique. Cette histoire a en fait commencé en 1965, dans le bureau d'un jeune ingénieur nommé Gary Flandreau. Travaillant au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, ou JPL, Flandreau dessinait les orbites des planètes sur papier et à ce moment-là, il a vu quelque chose que personne n'avait remarqué depuis des siècles. À la fin des années 1970, les géantes du système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, allaient s'aligner d'une manière sans précédent. Ce n'était pas un événement ordinaire. Un tel alignement de ces planètes est un événement céleste rare, qui ne se produit qu'une fois tous les 176 ans. La dernière fois que c'est arrivé, Napoléon faisait trembler le monde. La prochaine fois aura lieu en 2150, quand la plupart d'entre nous ne seront plus en vie. Les calculs de Flandreau ont montré que cet alignement était un billet unique pour l'humanité. Grâce à cette géométrie particulière, un seul vaisseau spatial pourrait utiliser la gravité de chaque planète comme une fronde pour bondir vers la suivante. C'est ce que nous appelons l'assistance gravitationnelle. Sans cette assistance, il aurait fallu 30 ans à une sonde pour atteindre Neptune avec des moteurs conventionnels. Mais, grâce à cet alignement, la durée était réduite à seulement 12 ans.
Cette différence était la seule chose qui rendait une mission impossible possible. Cette fenêtre d'opportunité, qui ne se présente qu'une fois tous les 176 ans, était sur le point de s'ouvrir. Et l'humanité devait y aller maintenant, ou attendre 2 siècles de plus. C'est ainsi qu'est né le projet Voyager. Mais au début, tout n'était pas rose. Le Congrès américain était écrasé par le fardeau financier de la guerre du Vietnam et du programme Apollo. Le plan initial, baptisé Grand Tour et prévoyant 4 sondes, a été rejeté. Chez les politiciens ne voulaient pas dépenser des milliards de dollars pour des planètes lointaines dont leurs électeurs ne connaissaient même pas le nom. Le projet était sur le point d'être annulé. Pourtant, les ingénieurs du JPL n'ont pas baissé les bras. Ils ont réduit le plan. Ils l'ont rebaptisé Mariner Jupiter-Saturne. Officiellement, la mission ne devait visiter que 2 planètes. Mais les ingénieurs ont monté un complot silencieux. À l'insu du Congrès, ils ont conçu les sondes pour qu'elles soient assez robustes pour aller jusqu'à Uranus et Neptune, même si la mission officielle s'arrêtait à Saturne. Ils ne l'ont dit à personne, mais ils le savaient. Une fois que ce mouvement de fronde commencerait, personne ne pourrait arrêter cet engin. Grâce à cette vision secrète, Voyager est né. Mais, même au moment du lancement, les crises n'ont cessé de les poursuivre. Voyager 2 a en fait été lancé avant Voyager 1. Mais sa fusée a commencé à vibrer au décollage. La sonde est entrée dans une mauvaise orbite. L'équipe au sol était terrifiée. Ils pensaient que la mission allait se terminer avant même d'avoir quitté l'atmosphère. Pourtant, cet ordinateur primitif de 70 kilooctets est entré en action. Il a analysé la situation de manière autonome, a allumé ses moteurs et a corrigé sa trajectoire. Sans intervention humaine, en décidant en quelques secondes, il s'est sauvé lui-même. C'était la première preuve de l'intelligence de Voyager. Mais le vrai spectacle n'avait pas encore commencé. Devant eux, il y avait des milliards de kilomètres de vide et des mondes qu'aucun œil n'avait jamais vus. Nous devons à Voyager les images de Jupiter, Saturne ou Neptune que nous connaissons aujourd'hui. Mais, avant d'y arriver, nous devons comprendre que ces engins n'étaient pas que de simples machines, mais des explorateurs, chacun avec son propre caractère. L'un avançait comme une flèche rapide, pointée vers sa cible, tandis que l'autre, un observateur plus lent mais plus complet, couvrait les arrières de son frère. En 1979, Voyager 1 s'approchait de Jupiter, et les premières images qu'elle a envoyées ont eu l'effet d'un choc dans le monde scientifique. Car jusqu'à ce jour, nous ne connaissions Jupiter que comme un point flou et pâle. Mais, lorsque les caméras de Voyager se sont allumées, le spectacle qui s'est offert à nous n'était pas une planète, mais un monstre vivant qui respire. Et cette série de découvertes n'a pas seulement changé les manuels scolaires, elle nous a amenés à nous interroger sur notre place dans l'univers. Pourtant, avant de nous plonger dans les tempêtes chaotiques de Jupiter, nous devons parler d'une autre vérité que Voyager nous a montrée, une vérité que nous pensions impossible jusqu'alors. Car, jusqu'à ce jour, nous pensions que les banlieues extérieures du système solaire étaient silencieuses, ternes et immuables. Les manuels scolaires nous disaient que les lunes autour de Jupiter et Saturne, tout comme notre propre lune, étaient des morceaux de roche froids, morts depuis des milliards d'années. Pourtant, dès que Voyager a allumé ses caméras, cette théorie de l'univers mort a cédé la place à une réalité chaotique et violente. Donc ce que nous avons vu n'était pas la stagnation, mais un dynamisme pur. C'était un changement de paradigme dans la compréhension de l'univers par l'humanité. Nous savons maintenant
que peu importe à quelle distance vous vous éloignez du Soleil, l'univers ne dort pas. Au contraire, il mène une vie plus intense dans l'obscurité. Le premier grand choc a eu lieu à l'approche de Jupiter. En mars 1979, Voyager 1 s'est approché à 149 000 km des sommets des nuages de Jupiter. C'est une distance de frottement à l'échelle cosmique. La sonde a pris une série de 66 photos en s'approchant de la planète. Lorsque les scientifiques ont assemblé ces images pour créer un film en accéléré, ils ont eu le souffle coupé. L'atmosphère de Jupiter n'était pas un tableau de lignes fixes. C'était un chaudron sauvage de tempêtes bouillonnantes, tourbillonnantes, s'avalant les unes les autres. La grande tache rouge, cette célèbre tache que nous observions avec des télescopes depuis des siècles, était en fait un anticyclone plus grand que la Terre. Il tournait dans le sens anti-horaire, avalant tout sur son passage. Pourtant, ce chaos dans l'atmosphère n'était qu'une légère brise comparée à ce que nous allions voir ensuite. La vraie révolution a eu lieu sur Io, une lune de Jupiter. Le monde scientifique savait que l'énorme gravité de Jupiter malmenait cette petite lune. Mais personne ne s'attendait à ce qu'il trouverait à la surface. On s'attendait à un monde mort, couvert de cratères. Ce que nous avons vu, c'était l'enfer lui-même. Voyager a enregistré des explosions bleutées à la surface d'Io. Il s'agissait d'éruptions volcaniques projetées à 100 km de hauteur dans le vide de l'espace. Ce chiffre est plus de 11 fois la hauteur du mont Everest. Io est l'objet le plus géologiquement actif du système solaire, à tel point que sa surface est constamment renouvelée par la lave venant de l'intérieur, ne laissant aucune place pour un seul cratère de météore. Cette découverte a complètement changé le concept de zone habitable. Nous avons appris qu'un corps céleste n'a pas besoin d'être proche du Soleil pour être chaud et actif. La friction gravitationnelle peut aussi chauffer une planète de l'intérieur et la maintenir en vie. Juste à côté, Europe a offert une surprise complètement différente. Sa surface était striée comme des fissures sur un lac gelé. Ces données ont démontré qu'en dessous de cette épaisse couche de glace, il pourrait y avoir un immense océan souterrain contenant plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. Voyager nous a appris ceci. Si nous cherchons la vie, nous ne devons pas seulement regarder les planètes, mais aussi leurs lunes. Cette mission ne devait durer que 5 ans. Étudier Jupiter et Saturne, puis s'arrêter. Mais 50 ans ont passé, et la découverte la plus choquante n'a pas été faite sur les planètes, mais au cœur même des ténèbres. Ce petit bus, équipé de la technologie de 1977, se trouve maintenant à un jour-lumière de la Terre, enregistrant le son du milieu interstellaire. Là-bas, là où le bouclier protecteur du Soleil s'arrête, nous avons vu la densité du plasma augmenter soudainement de 40 fois, que cela semblait physiquement impossible, car les modèles prévoyaient le néant à cet endroit. Mais Voyager nous a prouvé que cette région de l'univers était pleine, vivante et dangereuse. Les dernières données de cette légende, dont l'énergie est sur le point de s'épuiser, sont en train de réécrire l'astrophysique. Si vous aussi, vous êtes curieux de cette vérité aux confins de l'univers, et que vous aimez repousser les limites de la science, abonnez-vous immédiatement. On commence. Pendant des années, nous avons cru que l'exploration spatiale nécessitait toujours la dernière technologie, des ordinateurs quantiques géants ou des moteurs à fusion pas encore inventés. Les films de science-fiction nous ont appris que pour atteindre les étoiles, il fallait des vaisseaux lisses et futuristes. Et pourtant, le plus grand voyage de l'humanité a balayé toutes ces attentes.
Notre émissaire le plus lointain n'est pas un super-ordinateur. Il est, selon les normes actuelles, encore plus simple qu'une calculatrice. Mais cet amas de métal flottant dans le vide a changé tout ce que nous savions sur l'univers. En ce moment même, à cette seconde précise, au-dessus de votre tête, dans une obscurité bien plus profonde que tout ce que vous pouvez imaginer, un objet de la taille d'un petit bus progresse. Sa vitesse est de 60 000 km par heure. C'est plusieurs fois plus rapide qu'une balle de fusil. Mais l'espace est si vaste qu'à cette vitesse, il semble presque immobile. Cet objet est à 25 milliards de kilomètres de nous. Il est presque impossible de saisir ce chiffre. C'est une distance telle que même la chose la plus rapide de l'univers, la lumière, a du mal à l'atteindre. Un signal radio que vous enverriez de la Terre mettrait 24 heures pour atteindre cet engin. Si vous envoyez une commande, vous devrez attendre 48 heures, soit 2 jours entiers, pour recevoir la réponse bien reçue. C'est comme envoyer une lettre à l'autre bout de la galaxie. Car le vide qui nous sépare défie les limites de la perception humaine. Le nom de ce voyageur solitaire est Voyageur 1, et son histoire n'est pas seulement celle d'une machine. Elle teste aussi les limites de la volonté humaine. Le plus surprenant chez Voyager, ce n'est pas où il est, mais ce qu'il est. Il a été lancé en 1977. Cet engin est donc plus vieux qu'Internet, que les téléphones portables, et que les ordinateurs modernes, car le processeur de votre smartphone est des millions de fois plus puissant que le cerveau de Voyager. Ce n'est pas une exagération. C'est un fait mathématique. L'ordinateur principal de Voyager n'a que 70 kilooctets de mémoire. Mettons cela en perspective. Une simple photo que vous prenez avec votre téléphone occupe en moyenne 4 mégaoctets. Une seule de vos photos est donc 60 fois plus grande que toute la mémoire du vaisseau le plus avancé que l'humanité ait envoyé vers les étoiles. Mais cette mémoire limitée a résolu les plus grands secrets de l'univers. Les données ne sont pas stockées sur des disques SSD modernes, mais sur des bandes magnétiques à 8 pistes. Ces bandes sont les ancêtres des cassettes que l'on utilisait autrefois pour écouter de la musique en voiture. Non, pourtant, cette technologie primitive a survécu au froid glacial et aux radiations mortelles de l'espace. Un ordinateur portable moderne tomberait en panne en quelques secondes dans le vide spatial. Mais ce matériel primitif de Voyager fonctionne depuis 45 ans. Car parfois, la complexité est l'ennemi et la simplicité est la clé de la survie. Cependant, il y a un côté triste à cette histoire héroïque. Voyager se meurt. Ce n'est pas un scénario de film dramatique, c'est une conséquence inévitable de la physique. Il est si loin du Soleil que les panneaux solaires seraient totalement inutiles. Là-bas, le Soleil n'est qu'une étoile brillante parmi d'autres dans le ciel. C'est pourquoi Voyager transporte un cœur nucléaire. Des générateurs thermoélectriques à radioisotope, barre verticale ou RTG. Et à l'intérieur de ces générateurs, il y a du plutonium-238. Cet isotope se désintègre naturellement et cette désintégration produit de la chaleur. Les générateurs convertissent cette chaleur en électricité. Mais les lois de la physique sont impitoyables. La demi-vie du plutonium est de 88 ans. Cela signifie que chaque jour, chaque heure, Voyager perd de la puissance. Au lancement, ces générateurs produisaient 470 watts de puissance. C'était suffisant pour faire fonctionner un puissant ordinateur de jeu. Mais aujourd'hui, la production a diminué de moitié.
Chaque année, 4 watts de puissance sont perdus pour toujours. C'est pourquoi les ingénieurs de la NASA, comme un conducteur qui éteint la climatisation et la radio dans une voiture à court de carburant, sont obligés d'éteindre un par un les organes non vitaux de la sonde. En février 2025, l'expérience sur les rayons cosmiques de Voyager 1 a été arrêtée. 1 mois plus tard, le détecteur de particules de Voyager 2 s'est tu. Actuellement, seuls 3 ou 4 instruments scientifiques fonctionnent sur chaque sonde. Ce n'est pas une économie, c'est une lutte pour la survie. Si ces instruments n'avaient pas été éteints, toute la mission aurait pu se terminer en quelques mois. En faisant ce sacrifice, les ingénieurs espèrent que le cœur de Voyager continuera de battre jusqu'aux années 2030. Le but est de faire vivre cette légende de 50 ans quelques années de plus. Alors, pourquoi tant d'efforts? Pourquoi déployons-nous tant d'énergie pour maintenir en vie cette pièce de métal des années 1970, dont la mémoire est inférieure à celle d'une clé de voiture? Parce que l'existence même de Voyager repose sur un miracle, une coïncidence cosmique. Cette histoire a en fait commencé en 1965, dans le bureau d'un jeune ingénieur nommé Gary Flandreau, travaillant au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, ou JPL. Flandreau dessinait les orbites des planètes sur papier. Et à ce moment-là, il a vu quelque chose que personne n'avait remarqué depuis des siècles. À la fin des années 1970, les géantes du système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, allaient s'aligner d'une manière sans précédent. Ce n'était pas un événement ordinaire, et un tel alignement de ces planètes est un événement céleste rare, qui ne se produit qu'une fois, tous les 176 ans. La dernière fois que c'est arrivé, Napoléon faisait trembler le monde. La prochaine fois aura lieu en 2150, quand la plupart d'entre nous ne seront plus en vie. Les calculs de Flandreau ont montré que cet alignement était un billet unique pour l'humanité. Grâce à cette géométrie particulière, un seul vaisseau spatial pourrait utiliser la gravité de chaque planète comme une fronde pour bondir vers la suivante. C'est ce que nous appelons l'assistance gravitationnelle. Sans cette assistance, il aurait fallu 30 ans à une sonde pour atteindre Neptune avec des moteurs conventionnels. Mais grâce à cet alignement, la durée était réduite à seulement 12 ans. Cette différence était la seule chose qui rendait une mission impossible. Possible. Cette fenêtre d'opportunité, qui ne se présente qu'une fois tous les 176 ans, était sur le point de s'ouvrir. Et l'humanité devait y aller maintenant, ou attendre 2 siècles de plus. C'est ainsi qu'est né le projet Voyager. Mais au début, tout n'était pas rose. Le Congrès américain était écrasé par le fardeau financier de la guerre du Vietnam et du programme Apollo. Le plan initial, baptisé Grand Tour et prévoyant 4 sondes, a été rejeté. Les politiciens ne voulaient pas dépenser des milliards de dollars pour des planètes lointaines dont leurs électeurs ne connaissaient même pas le nom. Le projet était sur le point d'être annulé. Pourtant, les ingénieurs du JPL n'ont pas baissé les bras. Ils ont réduit le plan. Ils l'ont rebaptisé Mariner Jupiter-Saturne. Officiellement, la mission ne devait visiter que 2 planètes. Mais les ingénieurs ont monté un complot silencieux. À l'insu du Congrès, ils ont conçu les sondes pour qu'elles soient assez robustes pour aller jusqu'à Uranus et Neptune, même si la mission officielle s'arrêtait à Saturne. Ils ne l'ont dit à personne, mais ils le savaient. Une fois que ce mouvement de fronde commencerait, personne ne pourrait arrêter cet engin.
Grâce à cette vision secrète, Voyager est né. Mais, même au moment du lancement, les crises n'ont cessé de les poursuivre. Voyager 2 a en fait été lancé avant Voyager 1. Mais sa fusée a commencé à vibrer au décollage. La sonde est entrée dans une mauvaise orbite. L'équipe au sol était terrifiée. Ils pensaient que la mission allait se terminer avant même d'avoir quitté l'atmosphère. Pourtant, cet ordinateur primitif de 70 kilo-octets est entré en action. Il a analysé la situation de manière autonome, a allumé ses moteurs et a corrigé sa trajectoire. Sans intervention humaine, en décidant en quelques secondes, il s'est sauvé lui-même. C'était la première preuve de l'intelligence de Voyager. Mais le vrai spectacle n'avait pas encore commencé. Devant eux, il y avait des milliards de kilomètres de vide et des mondes qu'aucun œil n'avait jamais vus. Nous devons à Voyager les images de Jupiter, Saturne ou Neptune que nous connaissons aujourd'hui. Mais avant d'y arriver, nous devons comprendre que ces engins n'étaient pas que de simples machines, mais des explorateurs, chacun avec son propre caractère. Si l'un avançait comme une flèche rapide pointée vers sa cible, tandis que l'autre, un observateur plus lent mais plus complet, couvrait les arrières de son frère. En 1979, Voyager 1 s'approchait de Jupiter, et les premières images qu'elle a envoyées ont eu l'effet d'un choc dans le monde scientifique. Car, jusqu'à ce jour, nous ne connaissions Jupiter que comme un point flou et pâle. Mais, lorsque les caméras de Voyager se sont allumées, le spectacle qui s'est offert à nous n'était pas une planète, mais un monstre vivant qui respire. Cette série de découvertes n'a pas seulement changé les manuels scolaires, elle nous a amenés à nous interroger sur notre place dans l'univers. Là pourtant, avant de nous plonger dans les tempêtes chaotiques de Jupiter, nous devons parler d'une autre vérité que Voyager nous a montrée. Une vérité que nous pensions impossible jusqu'alors. Car jusqu'à ce jour, nous pensions que les banlieues extérieures du système solaire étaient trop silencieuses, ternes et immuables. Les manuels scolaires nous disaient que les lunes autour de Jupiter et Saturne, tout comme notre propre lune, étaient des morceaux de roche froids, morts depuis des milliards d'années. Pourtant, dès que Voyager a allumé ses caméras, cette théorie de l'univers mort a cédé la place à une réalité chaotique et violente. Ce que nous avons vu n'était pas la stagnation, mais un dynamisme pur. C'était un changement de paradigme dans la compréhension de l'univers par l'humanité. Non, nous savons maintenant que peu importe à quelle distance vous vous éloignez du Soleil, l'univers ne dort pas. Au contraire, il mène une vie plus intense dans l'obscurité. Le premier grand choc a eu lieu à l'approche de Jupiter. En mars 1979, Voyager 1 s'est approché à 349 000 km des sommets des nuages de Jupiter. C'est une distance de frottement à l'échelle cosmique. La sonde a pris une série de 66 photos en s'approchant de la planète. Lorsque les scientifiques ont assemblé ces images pour créer un film en accéléré, ils ont eu le souffle coupé. L'atmosphère de Jupiter n'était pas un tableau de lignes fixes, c'était un chaudron sauvage de tempêtes bouillonnantes, tourbillonnantes, s'avalant les unes les autres. C'est la grande tache rouge. Cette célèbre tache que nous observions avec des télescopes depuis des siècles était en fait un anticyclone plus grand que la Terre. Il tournait dans le sens antihoraire, avalant tout sur son passage. Pourtant, ce chaos dans l'atmosphère n'était qu'une légère brise comparée à ce que nous allions voir ensuite. La vraie révolution a eu lieu sur Io, une lune de Jupiter. Le monde scientifique savait que l'énorme gravité de Jupiter malmenait cette petite lune,
mais personne ne s'attendait à ce qu'ils trouveraient à la surface. On s'attendait à un monde mort, couvert de cratères. Ce que nous avons vu, c'était l'enfer lui-même. Voyager a enregistré des explosions bleutées à la surface d'Io. Il s'agissait d'éruptions volcaniques projetées à 100 km de hauteur dans le vide de l'espace, et ce chiffre est plus de 11 fois la hauteur du mont Everest. Io est l'objet le plus géologiquement actif du système solaire, à tel point que sa surface est constamment renouvelée par la lave venant de l'intérieur, ne laissant aucune place pour un seul cratère de météore. Cette découverte a complètement changé le concept de zone habitable. Nous avons appris qu'un corps céleste n'a pas besoin d'être proche du Soleil pour être chaud et actif. La friction gravitationnelle peut aussi chauffer une planète de l'intérieur et la maintenir en vie. Juste à côté, Europe a offert une surprise complètement différente. Sa surface était striée comme des fissures sur un lac gelé. Ces données ont montré qu'en dessous de cette épaisse couche de glace, il pourrait y avoir un immense océan souterrain contenant plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. Voyager nous a appris ceci. Si nous cherchons la vie, nous ne devons pas seulement regarder les planètes, mais aussi leurs lunes. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car Saturne était la suivante. En novembre 1980, lorsque Voyager 1 a atteint Saturne, notre perception de l'ordre a été une fois de plus ébranlée. Les célèbres anneaux de Saturne, d'apparence lisse, se sont transformés en une œuvre d'art chaotique lorsqu'on les a regardés de plus près. Jusqu'à ce jour, nous pensions qu'il y avait 5 anneaux principaux. Voyager nous a montré des centaines, voire des milliers de petits anneaux très fins. Ces structures ressemblaient aux sillons d'un disque vinyle géant. Mais le plus étrange étaient les ombres sombres vues dans l'anneau B, appelé rayon. Ces structures géantes et fantomatiques s'étendaient perpendiculairement à la direction de rotation des anneaux. Cela semblait physiquement impossible, car selon les lois de la gravité, chaque particule de l'anneau devrait tourner à des vitesses différentes sur son orbite. Le fait que ces ombres conservent leur intégrité suggérait qu'une autre force que la gravité, probablement d'énormes forces électrostatiques, était à l'œuvre. L'atmosphère de Saturne était aussi impitoyable que celle de Jupiter. Voyager a mesuré des vents à l'équateur soufflant à 1800 km/h. C'est 5 fois plus rapide que l'ouragan le plus violent sur Terre. Des vents dépassant la vitesse du son tournaient autour de la planète, déchirant les nuages. Pourtant, le plus grand mystère se cachait au sommet de la planète, au pôle Nord. Voyager 2 y a découvert une forme hexagonale parfaite. Ce n'était pas une illusion d'optique, mais c'était un immense courant atmosphérique dont chaque côté était plus long que le diamètre de la Terre. Il est presque impossible de voir des formes géométriques aux angles vifs dans la nature, en particulier dans la dynamique des fluides. Mais Saturne porte cet hexagone comme une couronne depuis plus de 40 ans. Ce phénomène a mis à l'épreuve nos théories sur la mécanique des fluides et nous a obligés à réécrire ce que nous savions sur le comportement des atmosphères. De plus, le système de Saturne nous a forcés à prendre la décision d'adieu la plus douloureuse. Titan, la plus grande lune de Saturne. Les données de Voyager ont montré que Titan avait une atmosphère riche en azote, 1,5 fois plus dense que celle de la Terre. C'était la seule lune du système solaire à posséder une atmosphère. C'était une découverte si importante que les dirigeants de la NASA ont dû faire un choix difficile. Ils ont dirigé Voyager pour qu'elle effectue un survol très rapproché de Titan. Cette manœuvre allait courber l'orbite de la sonde vers le haut.
l'éjectant à jamais du plan des planètes. En d'autres termes, pour voir Titan de près. Ils ont sacrifié la chance de voyager de voir Uranus et Neptune. C'était un pari, mais il a payé. Sous le brouillard orangé de Titan se cachait une version primitive et gelée de la Terre, avec des lacs et des pluies de méthane. C'est pourquoi, après 1980, toute la charge reposait sur les épaules du seul frère restant. Voyager 2. Pour achever le grand tour, nous n'avions plus qu'une seule chance de voir ces géantes de glace bleue pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. C'est Voyager 2, accéléré par l'assistance gravitationnelle de Saturne, a été projeté vers cette région froide où aucune machine n'était jamais allée. Une région qui n'était qu'un vide sur les cartes. Devant elle, il y avait des milliards de kilomètres de néant. Et un silence de 5 ans. Maintenant, nous nous demandons si Jupiter et Saturne étaient aussi pleines de surprises. Qu'est-ce qui nous attendait aux confins gelés du système solaire? Uranus et Neptune, que nos télescopes ne voyaient que comme des points verdâtres et flous. Étaient-elles vraiment les boules de glace ennuyeuses et immobiles que l'on pensait? Ou bien, dans cette obscurité froide, se cachait-il d'autres monstres, où même les lois de la physique se pliaient, où les champs magnétiques devenaient fous, et où les vents dépassaient la vitesse du son? Voyager 2 s'est enfoncé dans l'obscurité pour trouver la réponse à ces questions. Et à ce moment précis, après 5 ans de silence et des milliards de kilomètres de vide, Voyager 2 a déchiré le voile de l'obscurité. En janvier 1986, nous frappions à la porte d'Uranus pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Nous nous attendions à trouver un monde orageux, coloré et spectaculaire comme les autres géantes gazeuses. Mais lorsque les premières images sont apparues sur les écrans, un profond silence s'est installé dans la salle de contrôle. Devant nous se trouvait une boule de billard lisse, pâle d'un vert pastel. Il n'y avait ni tempête, ni bande, ni mouvement apparent à sa surface. C'était comme si quelqu'un avait peint la planète d'une seule couleur et l'avait laissée là. C'était une déception visuelle. Mais en science, les plus grands chocs se cachent parfois sous les images les plus silencieuses. Car lorsque les magnétomètres de Voyager ont commencé à fonctionner, il s'est avéré que cette ennuyeuse boule verte était en fait le monstre le plus instable, le plus étrange et le plus contraire aux lois de la physique du système solaire. Cette planète n'aurait pas dû avoir de champ magnétique. Ou du moins, on s'attendait à un champ régulier, aligné avec son axe de rotation, comme la Terre ou Jupiter. Pourtant, lorsque les données de Voyager 2 sont arrivées, les physiciens n'en croyaient pas leurs yeux. Le champ magnétique d'Uranus était un chaos total. L'axe de rotation de la planète était déjà incliné de 98 degrés, ce qui signifie qu'Uranus avançait en roulant sur son orbite. Mais son axe magnétique était décalé de 59 degrés par rapport à son axe de rotation. Sur Terre, ce décalage n'est que de 12 degrés. Sur Uranus, une boussole n'indiquerait pas le nord, mais presque l'équateur. De plus, le centre de ce champ magnétique n'était même pas au cœur de la planète. Il était décalé de milliers de kilomètres du centre. Cette situation faisait que la magnétosphère vacillait dans l'espace comme un ballon de football américain, ivre, pendant que la planète tournait. C'était impossible, selon nos modèles théoriques. Les champs magnétiques des planètes sont générés par la rotation de métaux en fusion au centre, et cette rotation est généralement stable. Mais Uranus a pris cette règle et l'a jetée à la poubelle. Les scientifiques étaient sous le choc. Les pôles magnétiques de la planète sont-ils en train de s'inverser en ce moment même, se sont-ils demandé? Car ce que nous voyions
n'était pas la physique d'une planète stable, mais un accident de la route cosmique. Mais le système d'Uranus n'avait pas encore épuisé sa capacité à nous choquer. C'était au tour de Miranda. Cette petite lune, la plus proche des 5 grandes lunes d'Uranus, a été photographiée à une distance de seulement 30 000 km. On s'attendait encore à une boule de glace ennuyeuse et pleine de cratères. Mais lorsque les photos de Miranda sont arrivées, les géologues ont dû faire la comparaison avec le monstre de Frankenstein. Car Miranda semblait avoir été brisée par un marteau géant. Puis, ces morceaux recollés au hasard et sans soin. Sa surface présentait des canyons gigantesques de 20 km de profondeur. C'est 12 fois plus profond que le Grand Canyon sur Terre. Sur une petite lune, avec une gravité aussi faible, la formation de failles aussi profondes était inconcevable. De plus, la surface présentait des structures ovales, imbriquées, appelées pistes de course, et des motifs angulaires en chevrons. D'un côté, il y avait un terrain ancien et cratérisé de plusieurs milliards d'années. Et juste à côté, une surface lisse et jeune, comme si elle s'était formée la veille. Cette dissonance géologique ne pouvait s'expliquer par un seul processus évolutif. Les théoriciens pensent que Miranda a été complètement pulvérisée par une collision majeure dans le passé, puis s'est réassemblée sous l'effet de la gravité. Ce que nous regardions n'était donc pas une lune, mais un tas de débris. Alors que nous essayions de digérer ces chocs, Voyager 2 a mis le cap sur sa dernière destination, Neptune. Il y avait un voyage de 3 ans et une distance de 4,5 milliards de kilomètres entre les deux. En août 1989, en atteignant la dernière des planètes, nous pensions ne plus être surpris par rien. Mais Neptune a forcé Voyager à réintroduire le mot « impossible » dans notre vocabulaire. Car la planète la plus éloignée du Soleil aurait dû être la plus froide et la plus morte. Lorsque la lumière du Soleil atteint cet endroit, il ne reste qu'un 9e de l'énergie qui arrive sur Terre. Avec si peu d'énergie, une atmosphère terne et immobile semblait être une nécessité physique. Mais lorsque Voyager 2 a regardé l'atmosphère bleu-azur de Neptune, elle a enregistré les vents les plus violents du système solaire. Dans la région équatoriale, les vents soufflaient à 1100 km/h. Cette vitesse proche de celle du son était même supérieure à celle des vents sur Jupiter. Comment la planète recevant le moins d'énergie du Soleil pouvait-elle produire les vents les plus forts? Quelle était la source d'énergie? C'était un paradoxe qui défiait les lois de la thermodynamique. Et là, au milieu de cet infini bleu, se trouvait la grande tache sombre, un système de tempête gigantesque de la taille de la Terre. La vitesse des vents à l'intérieur de cette tache atteignait 2400 km/h. C'est 8 fois plus puissant que l'ouragan de catégorie 5 le plus destructeur sur Terre. Un tel vent réduirait en poussière n'importe quelle structure sur Terre en quelques secondes. Neptune n'était pas une géante de glace calme, mais un géant enragé qui fouettait son atmosphère avec sa chaleur interne. Cette découverte a complètement fait s'effondrer nos modèles de dynamique atmosphérique. Elle a prouvé que l'énergie ne venait pas seulement du Soleil, mais que des mécanismes que nous ne connaissions pas encore étaient à l'œuvre dans les profondeurs des planètes. Mais le final ne venait pas de la planète elle-même, mais de sa lune rebelle, Triton. Triton était l'objet le plus froid connu du système solaire. La température de sa surface était de moins 235 degrés Celsius, seulement 38 degrés au-dessus du zéro absolu. À cette température même, l'azote gèle et devient une glace solide. Un endroit où tout est gelé, où même les atomes
ont presque cessé de vibrer. Il aurait dû être mort. Complètement. Absolument mort. Pourtant, lorsque Voyager 2 a regardé le pôle sud de Triton, elle a vu des panaches de fumée noire s'élever à 8 km au-dessus de la surface. C'étaient des geysers actifs, dans l'endroit le plus froid du système solaire. Il y avait un volcanisme actif, mais il n'éjectait pas de la lave. Il projetait de l'azote liquide et de la poussière, du cryovolcanisme, c'est-à-dire des volcans de glace. C'était un concept purement théorique jusqu'à ce jour. De plus, Triton est elle-même une anomalie. C'est la seule grande lune qui tourne dans le sens inverse de la rotation de sa planète. Cette orbite rétrograde indique que Triton ne s'est pas formé là, mais qu'elle a été capturée par Neptune depuis les profondeurs de l'espace. Probablement de la ceinture de Kuiper. Avec ce dernier regard, Voyager 2 a fait ses adieux aux planètes. La caméra s'est retournée et a capturé l'image emblématique en croissant de Neptune et Triton. Le grand tour était terminé. 4 planètes, des dizaines de nouvelles lunes et des centaines de découvertes impossibles. Mais, maintenant, là où les planètes s'arrêtaient, la grande inconnue commençait, car les Voyagers n'étaient plus des explorateurs planétaires, mais des ambassadeurs interstellaires. Devant eux se trouvait la frontière ultime, là où le bouclier protecteur du Soleil s'arrêtait et où les vents sauvages de la galaxie commençaient. Mais lorsqu'ils ont franchi cette frontière, ils allaient envoyer cette dernière donnée qui nous ferait jeter à la poubelle toutes les théories que nous tenions pour vraies depuis 40 ans. Et cette donnée a complètement bouleversé la perception de l'humanité sur la fin du système solaire. Car l'héliosphère, ça, la frontière de la souveraineté du Soleil, n'était pas la ligne lisse que nous pensions. Nous pensions vivre à l'intérieur d'un ballon rond et lisse comme un ballon de football. Mais, lorsque Voyager 1 a franchi cette frontière, elle nous a montré une mer de chaos bouillonnante, effervescente et magnétiquement agitée. Le seuil de l'univers n'était pas un poste frontière calme, mais un champ de bataille violent. Le 25 août 2012, Voyager 1 a exactement 120 unités astronomiques du Soleil, soit 120 fois la distance entre la Terre et le Soleil, a franchi un seuil historique. À cet instant, un objet de fabrication humaine a franchi pour la première fois la frontière appelée héliopause. Cette frontière est l'endroit où les vents solaires, c'est-à-dire les particules chargées, sont équilibrés par la pression du milieu interstellaire. Théoriquement, à ce point, le vent solaire devrait s'arrêter brusquement et laisser la place au plasma froid de la galaxie. Et les données l'ont confirmé. La densité du plasma a soudainement été multipliée par 40. Le niveau des rayons cosmiques galactiques a atteint un sommet. C'était une preuve évidente. La sonde naviguait désormais non plus dans le vent du Soleil, mais dans le vent des étoiles. Si cependant, ce qui a terrifié les scientifiques, c'est la signature magnétique de cette transition. Nos modèles disaient que la direction du champ magnétique à l'extérieur de l'héliosphère devait être différente de celle à l'intérieur. Après tout, le champ magnétique du Soleil et celui de la galaxie provenaient de 2 sources différentes. Mais, lorsque Voyager 1 a franchi la frontière, la direction du champ magnétique n'a pas changé. Son intensité a augmenté, oui, mais sa direction est restée presque la même. C'était IIM possible. C'était comme si vous étiez sorti d'une pièce pour entrer dans la rue, mais que la direction et l'odeur du vent n'avaient pas du tout changé. Si cette anomalie était si déroutante que les scientifiques de la NASA, après avoir analysé et débattu des données pendant une année entière, n'ont pu dire qu'en septembre 2013, oui,
Nous sommes dans l'espace interstellaire. Ce mystère s'est approfondi lorsque Voyager 2 a franchi la même frontière en 2018. Voyager 2 a également franchi l'héliopause à une distance de 120 unités astronomiques. C'était aussi surprenant, car le Soleil connaît des cycles d'activité de 11 ans. Lorsque Voyager 1 est passé, le Soleil était calme. Lorsque Voyager 2 est passé, le Soleil était actif. Théoriquement, un Soleil actif aurait dû gonfler l'héliosphère et repousser la frontière plus loin. Mais la frontière se tenait au même endroit, comme un mur de béton, quelle que soit la puissance du souffle du Soleil. Le milieu interstellaire l'arrêtait à une certaine distance. Cela montrait que l'héliosphère était une structure beaucoup plus rigide et résistante que nous ne le pensions. De plus, Voyager 2 a mesuré que la température du plasma dans la zone frontalière était beaucoup plus élevée que prévu, entre 30 000 et 50 000 degrés Celsius. On s'attendait à ce que cette région soit beaucoup plus froide. Ce mur magnétique compressait et chauffait le vent solaire. Mais la plus grande surprise concernait la structure de cette frontière. Les voyageurs ont découvert que la frontière de l'héliosphère n'était pas un bouclier lisse. C'était une structure appelée mousse magnétique. Si le champ magnétique du Soleil, en raison de sa rotation, ondule et se replie sur lui-même à la frontière, créant d'énormes bulles magnétiques. Chacune de ces bulles géantes, larges de 160 millions de kilomètres, se trouvait juste à l'intérieur de l'héliopause. Cette découverte a jeté à la poubelle le modèle classique de l'héliosphère qui figurait dans les manuels scolaires depuis les années 1950. Nous imaginons maintenant la frontière du système solaire comme une côte turbulente et dynamique, remplie d'îlots magnétiques. Bien que les caméras de Voyager en aient été éteintes en 1990, l'impact de ce dernier regard résonne encore. Le 14 février 1990, Outset à 6 milliards de kilomètres du Soleil. Les caméras se sont retournées une dernière fois et elles ont pris la célèbre photo du point bleu pâle, un latère, de la taille d'un simple pixel. Apparaissait comme un grain de poussière suspendu dans un rayon de soleil. Cette photo était bien plus qu'une simple donnée scientifique. Elle nous a montré notre place dans l'univers, l'absurdité de notre orgueil et notre fragilité. Dans ce seul pixel, toute notre histoire, toutes nos guerres, tous nos amours et toute notre existence étaient contenus. Comme l'a dit Carl Sagan, ce point, c'est ici. Ce point, c'est notre maison. Ce point, c'est nous. Cette photo était le sommet philosophique de la mission Voyager. Alors que la science nous montrait à quel point nous étions petits, elle célébrait aussi notre grandeur dans cette petitesse, c'est-à-dire l'intelligence qui a pu construire cette machine et l'envoyer là-bas. Et aujourd'hui, Voyager 1 est à 24 milliards de kilomètres de la Terre et Voyager 2 à 20 milliards de kilomètres. Même un signal se déplaçant à la vitesse de la lumière met 22,5 heures pour atteindre Voyager 1. Ces distances dépassent les limites de la compréhension du cerveau humain. Mais elles parlent encore. Elles envoient encore des données. Chaque jour, 24 heures sur 24. Les antennes géantes de la Terre, le Deep Space Network. Écoute ces faibles murmures. La puissance du signal est si faible qu'elle correspond à 1 milliardième de l'énergie d'une pile de montres numériques. Mais ce murmure continue de nous raconter la densité du milieu interstellaire, l'intensité des rayons cosmiques et la direction du champ magnétique. Mais cette communication ne tient qu'à un fil, car les deux voyagers gèlent lentement à mesure que leur source d'énergie, le plutonium 238, s'épuise.
les ingénieurs de la NASA mènent une incroyable chirurgie énergétique pour prolonger un peu plus ce voyage légendaire. Ils éteignent les chauffages, désactivent les systèmes de secours et poussent même les régulateurs de tension à des niveaux risqués. Le but est de maintenir au moins un instrument scientifique en état de marche jusqu'aux années 2030. Car lorsque les Voyager se tairont, nous perdrons notre seule source de données directes sur le milieu interstellaire. Et il nous faudra des décennies pour y retourner. Ces découvertes, des volcans de Jupiter aux anneaux de Saturne, du chaos magnétique d'Uranus au vent de Neptune, et enfin à la frontière écumeuse de l'héliosphère, ont fondamentalement changé notre compréhension de l'univers. Nous ne voyons plus le système solaire comme une horloge mécanique statique, mais comme un organisme vivant, qui respire et qui change constamment. Mais la vraie question est la suivante. Comment ces machines, avec la technologie des années 1970, avec des ordinateurs des millions de fois plus faibles que le processeur d'un smartphone, ont-elles pu collecter et traiter des données aussi complexes? Comment ces bandes magnétiques tournantes, ces émetteurs primitifs et ces circuits qui auraient dû geler dans le froid, ont-ils pu survivre pendant 50 ans? Si sans comprendre le génie de l'ingénierie qui sous-tend ce miracle technologique, nous ne pouvons pas saisir la véritable grandeur de Voyager. Mais sans comprendre le génie de l'ingénierie qui sous-tend ce miracle technologique, il est impossible de saisir la véritable grandeur de Voyager, car ces machines ne possèdent même pas 1/1000 de la puissance de traitement du smartphone, le moins cher que vous portez dans votre poche. Elles ont été conçues au début des années 1970. Et la technologie la plus avancée de l'époque est, selon les normes d'aujourd'hui, presque aussi primitive que l'âge de pierre. Pourtant, l'ingénierie, ce n'est pas seulement utiliser le processeur le plus puissant, c'est de réussir l'impossible avec des moyens limités. Le succès de Voyager n'est pas une démonstration de force brute, mais le triomphe de l'élégance, de la durabilité et d'une architecture de redondance incroyable. Maintenant, nous devons regarder sous le capot de ces boîtes de métal et examiner, comme si nous faisions une autopsie technique, comment elles ont survécu pendant 50 ans dans ce vide glacial. D'abord, nous devons commencer par le cerveau de ces sondes, c'est-à-dire leurs systèmes informatiques. La logique un seul processeur central, à laquelle nous sommes habitués aujourd'hui, ne s'applique pas ici. Voyager dispose de 3 types d'ordinateurs différents qui se partagent les tâches, et chacun est en double. Et ce système est réparti entre l'unité de contrôle principale, appelée Computer Command Subsystem, le CCS, le Flight Data Subsystem, le FDS, qui collecte et met en paquet les données, et le Attitude and Articulation Control Subsystem, la ACS, qui ajuste l'orientation de la sonde dans l'espace. Cette structure triple fonctionne comme un orchestre. Mais la mémoire de cet orchestre est incroyablement petite. La mémoire totale de Voyager est d'environ 70 kilooctets. Pour vous le représenter, pensez à ceci. Une seule photo haute résolution prise avec un smartphone moderne occupe en moyenne 4 mégaoctets. Une seule photo est donc 60 fois plus grande que toute la mémoire de Voyager. C'est pourquoi Voyager ne pouvait pas envoyer instantanément les photos qu'elle prenait à la Terre, ou les conserver longtemps dans sa mémoire. Pour résoudre ce problème, les ingénieurs ont utilisé une solution non numérique, entièrement mécanique, des enregistreurs à bande magnétique, fabriqués par la société Odetics. Ces appareils enregistraient les données sur des bandes magnétiques à 8 pistes. Tout comme les anciens lecteurs de cassettes,
il y avait des bobines tournantes et une bande physique. Chaque enregistreur pouvait stocker 536 mégaoctets de données, ce qui était énorme pour l'époque, mais ridicule aujourd'hui. Pourtant, la caractéristique la plus impressionnante de ce système n'était pas sa capacité, mais sa durabilité. Le fabricant affirmait que les bandes ne s'useraient pas, même après avoir écrit et lu des données sur 4000 km de longueur. Le fait que des pièces mécaniques tournantes fonctionnent pendant 50 ans dans le vide spatial, à des températures proches du zéro absolu et sous un rayonnement intense, Kouna est un exemple de robustesse rarement vue dans l'histoire de l'ingénierie. Aujourd'hui encore, les données sont écrites sur ces bandes tournantes, transmises à la Terre. Puis, de nouvelles données sont écrites par-dessus. Le fait qu'un cœur analogique batte encore à l'ère du numérique prouve la puissance de la simplicité de la conception. Mais un cerveau, aussi intelligent soit-il, est inutile sans énergie. Le deuxième mécanisme de voyager, et peut-être le plus critique, est son cœur nucléaire. Lorsque vous sortez du système solaire, au-delà de Jupiter, le Soleil n'est plus une étoile qui chauffe, mais un point brillant dans le ciel. Donc c'est pourquoi les panneaux solaires étaient totalement inutiles pour cette mission. La solution des ingénieurs a été les générateurs thermoélectriques à radioisotopes, ou RTG. Ce système fonctionne comme une pile nucléaire, mais sans aucune pièce mobile. Le principe est d'une simplicité surprenante. Un isotope radioactif appelé plutonium-238 se désintègre naturellement, et cette désintégration libère une chaleur énorme. À l'intérieur du RTG, des thermocouples convertissent directement cette chaleur en électricité. Cela repose sur un principe physique connu sous le nom d'effet Seebeck. Il est important de faire une distinction ici. Le plutonium-238 utilisé dans Voyager est complètement différent du plutonium-239 utilisé dans les armes nucléaires. Ces sondes ne sont donc pas des bombes prêtes à exploser. Bon, au lancement, ces 3 générateurs produisaient un total de 470 watts de puissance. Cette quantité suffisait à peine à allumer quelques ampoules dans une maison moyenne. Mais le problème est que la demi-vie du plutonium-238 est de 87,7 ans. En vertu de cette loi physique, le combustible diminue à chaque seconde. Les générateurs perdent environ 4 watts de puissance chaque année. Cette perte annuelle de 0,79% est une fin inévitable. Aujourd'hui, la capacité de production a diminué de moitié. C'est pourquoi les ingénieurs de la NASA appliquent un triage impitoyable pour gérer l'énergie limitée dont ils disposent. Ils éteignent les chauffages, désactivent les systèmes de secours et poussent les limites de température minimale requises pour que la sonde ne gèle pas. Car lorsque l'énergie sera épuisée, aussi robuste que soit Voyager, elle sombrera dans un sommeil éternel. La transmission des données collectées par ces systèmes est la 3e grande merveille de l'ingénierie, le système de communication. L'émetteur radio que Voyager utilise pour communiquer avec la Terre n'a qu'une puissance de 23 watts. Oui, avec l'énergie d'une petite ampoule de réfrigérateur, elle appelle à 25 milliards de kilomètres de distance. Ce signal se propage et s'affaiblit en voyageant dans l'espace. Lorsqu'il atteint la Terre, la puissance du signal est 1/1000 de milliardième de l'énergie d'une pile de montre-bracelet numérique. Entendre un murmure aussi faible
est comme essayer de distinguer le chuchotement de quelqu'un à l'autre bout de l'océan, à travers le bruit des vagues géantes. Car c'est là qu'intervient le Deep Space Network, le DSN. La NASA a placé des antennes géantes à 3 endroits différents sur Terre. Goldstone en Californie, Madrid en Espagne et Canberra en Australie. Cet emplacement est une nécessité stratégique, car pendant que la Terre tourne sur son axe, une seule antenne ne peut pas voyager en permanence. Les 3 stations étant placées à des angles de 120 degrés, quelle que soit la rotation de la Terre. Au moins, une station est toujours en contact avec Voyager. Les immenses paraboles de 70 mètres de diamètre de ces stations captent le faible signal de Voyager, l'amplifient et le convertissent en données. Mais, à mesure que la distance augmente, le débit de données a également chuté de façon spectaculaire. Voyager, qui pouvait envoyer 115 000 bits de données par seconde à Jupiter, ne peut aujourd'hui en envoyer que 160 bits par seconde. Cette vitesse est des milliers de fois plus lente que la connexion Internet par ligne commutée, dial-up, des années 1990. Il faut des heures pour recevoir un seul paquet de données, mais l'information qu'il contient est inestimable. Enfin, nous devons examiner comment cet engin s'oriente et manœuvre dans l'espace, c'est-à-dire ses muscles. Voyager utilise de petits propulseurs à hydrazine pour corriger sa trajectoire et maintenir son antenne constamment pointée vers la Terre. Mais les performances de ces propulseurs diminuent avec le temps. Les conduites de carburant peuvent se boucher ou les vannes s'user. C'est là que la philosophie de redondance de Voyager s'est avérée salvatrice. Voyager 1 n'utilisait pas le même jeu de propulseurs pour les manœuvres de correction de trajectoire depuis 2004. Mais des problèmes survenus en 2024 et 2025 ont poussé les ingénieurs à prendre une décision radicale. Ils ont décidé d'activer les propulseurs de secours, qui n'avaient pas été utilisés depuis 21 ans, soit près d'un quart de siècle, et qui attendaient dans le froid glacial de l'espace. C'est comme essayer de démarrer une voiture qui est restée dans un garage pendant 40 ans, sans aucun entretien, à moins 200 degrés du premier coup. Et ça a marché. Les propulseurs se sont activés et ont corrigé l'orientation de la sonde. Pourtant, pendant ce processus, la chaleur à l'intérieur des conduites de carburant devait être maintenue. Les chauffages avaient été éteints en raison de la faible puissance. Les ingénieurs ont dû trouver des solutions ingénieuses, comme faire fonctionner brièvement un autre appareil non vital de la sonde pour chauffer les propulseurs, en utilisant la chaleur résiduelle qu'ils dégageaient. C'est un scénario de survie où les ressources sont sur le point de s'épuiser. Chaque manœuvre, chaque commande se fait avec une énergie volée à la durée de vie de la sonde. L'infrastructure technique de Voyager est un manuel sur la façon de gérer des ressources limitées avec une intelligence maximale. 70 kilo-octets de mémoire, des lecteurs de cassettes, la craie, un émetteur de la puissance d'une ampoule de réfrigérateur et des piles nucléaires. Tous fonctionnent en parfaite harmonie depuis un demi-siècle, pour un seul et même objectif. Mais, au-delà de ces pièces mécaniques, un autre facteur maintient ce système en vie. Aussi robuste que soient les machines, elles donnent parfois des erreurs inexplicables et illogiques. Alors, quand un ordinateur à 25 milliards de kilomètres de distance commence à dérailler, comment des ingénieurs qui ne peuvent pas le toucher physiquement peuvent-ils le réparer? La partie la plus tendue de l'histoire de Voyager se cache dans ces moments de crise
là où le matériel s'arrête et où l'ingéniosité humaine repousse les limites de l'intervention à distance. Et ces moments de crise sont ceux où Voyager a prouvé qu'elle n'était pas seulement un succès matériel, mais aussi un triomphe du logiciel et de l'intelligence humaine. Car ce qui s'est passé en mai 2022 ressemblait à un scénario de film d'horreur. Voyager en a soudainement commencé à envoyer des données de télémesure complètement absurdes. Les données qu'elle envoyait étaient soit de longues chaînes de zéros, soit des ensembles de nombres aléatoires, comme 377. Cette situation ressemblait au délire d'un patient ayant subi un AVC. Mais ce qui était étrange, c'est que la puissance du signal était normale. Les données scientifiques continuaient d'affluer et surtout, le mode de sécurité, Safe Mode, ne s'était pas déclenché. En d'autres termes, Voyager ne se rendait pas compte qu'elle déraillait et se croyait en parfaite santé. C'est la situation la plus dangereuse pour un ordinateur, car un système qui ne reconnaît pas son erreur n'essaie pas de se corriger. Les ingénieurs ont passé des mois à trouver la source de ce délire numérique. Le problème venait du système AACS. Ce système contrôle l'orientation de la sonde, et que c'est sa tâche de maintenir l'antenne pointée vers la Terre. Les analyses ont montré que Voyager, pour une raison inconnue, avait commencé à faire passer ces données par une zone de mémoire corrompue. C'était comme si le trafic était redirigé vers une route défectueuse et sans issue à cause d'une erreur de GPS. Les paquets de données se fragmentaient sur cette route défectueuse et nous parvenaient sous une forme dénuée de sens. La solution était de fermer cette route défectueuse et de rediriger le trafic vers la route principale. Mais faire cela à 24 milliards de kilomètres de distance avec un délai de 45 heures pour chaque commande aller-retour était aussi risqué qu'une opération chirurgicale pratiquée par un chirurgien aveugle. Une seule ligne de code erronée aurait pu détourner définitivement l'antenne de la sonde de la Terre. Pourtant, l'équipe a réussi. Un correctif logiciel a été envoyé. Voyager a rafraîchi sa mémoire et a recommencé à parler de manière cohérente. Cet événement a été l'exemple le plus extrême de débogage à distance, remote debugging, dans l'univers. Mais la survie de Voyager n'est pas seulement due à des logiciels intelligents. Son système de gestion thermique, sa résistance physique, est aussi une merveille d'ingénierie. Le vide spatial est beaucoup plus froid que vous ne pouvez l'imaginer. La température est proche du zéro absolu, environ moins 270 degrés Celsius. Dans ce froid, les métaux se contractent, le carburant gèle et les circuits électroniques cessent de fonctionner. Voyager doit conserver sa propre chaleur interne, mais pour ce faire, elle est isolée comme un thermos. Son corps est enveloppé de couvertures isolantes multicouches. Mais les véritables héros qui fournissent la chaleur à l'intérieur sont les unités de chauffage à radioisotope RHU. Ces petites capsules remplies de plutonium sont conçues uniquement pour produire de la chaleur. Chaque voyager transporte des dizaines de ces chauffages, la watts, placés stratégiquement à côté des composants critiques. Chacun produit environ 1 watt de puissance thermique. Cela peut sembler très peu, mais dans le vide de l'espace, la perte de chaleur ne se fait pas par l'air, convection, comme sur Terre, mais seulement par rayonnement. L'isolation est si bonne que même cette chaleur de 1 watt est piégée à l'intérieur et empêche le système de geler. Pourtant, à mesure que la puissance diminuait, les ingénieurs ont dû éteindre même ces chauffages. Aujourd'hui, certains instruments fonctionnent à moins 79 degrés Celsius, 50 degrés en dessous de leur limite de conception.
Les manuels d'ingénierie disent que les appareils devraient tomber en panne à cette température. Mais Voyager n'a pas lu les livres. Elle continue de fonctionner avec les dernières miettes d'énergie qui circulent dans ses veines métalliques gelées. Cela montre à quel point les tolérances de conception étaient de plus. Un autre pilier de la stratégie de survie de Voyager est ses algorithmes de protection autonome contre les pannes. Fault protection. Dans l'espace, il y a de longues périodes où vous ne pouvez pas communiquer avec la Terre. Lorsque Voyager passe derrière le Soleil ou que son antenne est pointée dans une autre direction, elle est seule. Si quelque chose ne va pas à ce moment-là, elle ne peut pas demander d'aide à la Terre. C'est pourquoi elle a la capacité de prendre des décisions par elle-même. Ces algorithmes, lorsqu'un danger est détecté, par exemple une consommation d'énergie excessive ou une mauvaise orientation, ordonnent à la sonde d'éteindre immédiatement tous les systèmes non vitaux et de pointer son antenne vers le Soleil ou la Terre, en utilisant l'étoile Canopus comme référence. Et c'est comme une tortue qui se retire dans sa carapace en cas de danger. L'importance vitale de ce système a été prouvée lors de la perte de communication avec Voyager 2 en juillet 2023. Une petite erreur lors d'une séquence de commandes de routine a fait dévier l'antenne de seulement 2 degrés par rapport à la Terre. Ces 2 degrés représentent un écart énorme sur des milliards de kilomètres. Le signal a été perdu. La NASA aurait pu perdre Voyager 2. Mais le logiciel de protection contre les pannes était programmé pour s'activer automatiquement et réinitialiser l'antenne après une certaine période sans communication. Cette réinitialisation automatique aurait eu lieu des mois plus tard. Mais les ingénieurs ne voulaient peut-être pas attendre. En utilisant l'antenne géante de Canberra, ils ont envoyé un cri aveugle, Interstellar Shout, dans l'espace. Un signal à puissance maximale, diffusé sur une large zone. L'espoir était que même si l'antenne de Voyager ne nous regardait pas directement, ce signal puissant frapperait l'un de ses lobes latéraux, side lobe, et réveillerait le système. Et miraculeusement, ça a marché. Après 37 heures d'attente tendue, Voyager 2 a répondu. C'était une danse parfaite entre les systèmes autonomes et l'intervention humaine. Enfin, nous devons aborder la partie la plus humaine, la plus émotionnelle et peut-être la plus durable de cette saga technique, le disque d'or, Golden Record. C'est plus qu'une pièce d'ingénierie. C'est une capsule culturelle. Un disque de cuivre plaqué or de 12 pouces. Il contient des sons et des images préparées pour d'éventuelles formes de vie intelligentes dans l'univers. La structure physique de ce disque est conçue pour durer des milliards d'années. Le plaquage en or résiste à la corrosion et à l'effet abrasif de la poussière cosmique. Les sillons du disque transportent des informations audio analogiques. À côté, il y a des instructions écrites dans un langage scientifique universel, comme le temps de transition de l'atome d'hydrogène, et une aiguille, expliquant comment lire le disque. La sélection du contenu est une autre prouesse d'ingénierie. Carl Sagan et son équipe ont dû faire tenir les sons, l'accro, les images et la musique de la Terre dans un enregistrement audio de seulement 90 minutes. Et c'était un travail de curation qui repoussait les limites de la technologie de compression de données de l'époque. Le disque contient un large éventail de choses, du message en turc, « Chers amis turcophones, que vos matinées soient bénies », aux œuvres de Mozart, en passant par la chanson « Johnny B. Good » de Chuck Berry. Il y a aussi les premiers 2 mots d'une mère à son nouveau-né, le son du vent, des vagues, et même les ondes cérébrales d'un être humain, EEG. Cet enregistrement, EEG, a été réalisé pendant qu'Anne Druyan pensait à l'histoire de l'humanité, à la violence, à la pauvreté
et à l'amour. Si un extraterrestre parvenait à décoder ces données, il n'entendrait pas seulement notre voix, il pourrait aussi lire nos pensées. Sur la couverture du disque se trouve une carte de pulsar indiquant l'emplacement de la Terre, créée à l'aide des fréquences et des positions de 14 pulsars. Cette carte permet à toute intelligence dans l'univers de trouver où nous sommes par triangulation. Les Voyager, même lorsque leurs ordinateurs se tairont, que leurs générateurs gèleront et que leur lien avec la Terre sera rompu, continueront de porter ce cœur d'or. Ils ne sont plus de simples collecteurs de données, mais les pierres tombales cosmiques de l'humanité, ou, pour utiliser une expression plus optimiste, les bouteilles à la mer que nous avons laissées pour à l'éternité. Mais tous ces détails techniques, toutes ces victoires de l'ingénierie et toutes ces données scientifiques nous amènent à la question la plus frappante, la plus déchirante et la plus importante de l'histoire. Ces machines, malgré tout, défiant toutes les probabilités, continuent d'avancer dans cette obscurité. Alors, qu'est-ce qui les attend à la fin de ce voyage? Lorsque leur carburant sera épuisé, que leurs voix se tairont et que nous les aurons oubliés. Quel sera le destin de ces voyageurs solitaires? Le vrai grand final commencera après qu'ils se seront tus, et ce sera un voyage bien plus long et épique que nous ne le pensons. Et maintenant, nous arrivons à ce point final où nous ont conduit toutes ces merveilles de l'ingénierie, toutes ces opérations de sauvetage et ces 50 ans d'efforts épiques. Car Voyager 1 et 2, en franchissant les limites du système solaire, ont pénétré dans un lieu où aucun objet humain ne s'était jamais trouvé auparavant, dans l'obscurité absolue de l'espace interstellaire. Non, ce n'est pas seulement un record de distance, c'est le moment où l'intelligence humaine s'est retrouvée face à face avec l'un des plus grands secrets de l'univers. Une région qui n'existait que dans les théories, prédites par des équations, s'est soudainement transformée en une réalité tangible, mesurable et choquante. Et les données que Voyager a envoyées de cette frontière ont secoué notre compréhension de la cosmologie à la racine. Le premier moment épique a eu lieu le 25 août 2012. Voyager 1, alors à 18 milliards de kilomètres du Soleil, a réalisé une première dans l'histoire. Elle a franchi l'héliopause, c'est-à-dire qu'elle est sortie de la bulle magnétique du Soleil. C'était un moment aussi important, voire plus, que Neil Armstrong posant le pied sur la Lune. Car Armstrong était encore dans le giron du Soleil, y a voyagé. Elle naviguait désormais dans une mer étrangère, l'océan des étoiles. Mais cette transition ne s'est pas faite en silence. Au contraire, les données sont arrivées comme un cri. La densité du plasma a soudainement été multipliée par 40. Ce chiffre était si inattendu qu'il a fait tomber les scientifiques de leur chaise, car les modèles prévoyaient une transition plus douce. Mais Voyager comme si elle avait heurté un mur a plongé dans une mer de plasma dense, froide et sombre. Cette découverte a jeté à la poubelle tous les modèles d'héliosphère existants. Le milieu extérieur était si différent de l'intérieur que c'était comme si nous étions à la frontière de deux univers distincts. Le niveau des rayons cosmiques galactiques a augmenté de 9,3%. Ces rayons sont des particules de haute énergie provenant de supernovas. Et le bouclier du Soleil nous en protège. Lorsque Voyager 1 est sorti de ce bouclier, elle a été confrontée au rayonnement pur de l'univers, sans filtre, sans protection. C'était comme un sous-marin sortant d'une chambre de pression et subissant la pression écrasante du fond de l'océan. Mais Voyager avec son petit corps de métal a résisté et nous a envoyé ce message. L'extérieur est beaucoup plus dense que vous ne le pensez.
Mais le vrai choc est venu de l'enregistrement sonore envoyé par Voyager 1. Oui, l'espace interstellaire avait un son. Entre avril 2013 et octobre 2014, l'instrument d'onde de plasma de Voyager a enregistré les vibrations du milieu. Lorsque ces données ont été converties en son, ce qu'on a entendu était à glacer le sang, un sifflement constant, aigu et ondulant. Ce son était la vibration du plasma du milieu interstellaire. C'était le bruit de fond de l'univers, que nous n'avions jamais entendu auparavant. Et la fréquence de ce son était une preuve définitive de la densité du milieu. Plus la fréquence augmentait, plus la densité augmentait. Voyager nous a fait écouter le chant de la galaxie. C'était bien plus impressionnant, bien plus réel et bien plus effrayant que les effets des films de science-fiction. Car ce son était le son de la solitude absolue. Ce sifflement, venant de 19 milliards de kilomètres de distance, était l'empreinte la plus lointaine que l'humanité ait laissée dans l'univers. Le deuxième moment épique a eu lieu le 5 novembre 2018. Lorsque Voyager 2 a franchi la frontière, c'était un succès au-delà de la coïncidence. Car le détecteur de plasma de Voyager 2 fonctionnait toujours. Celui de Voyager 1 était tombé en panne en 1980. Nous avions donc dû calculer certaines données indirectement lors du premier passage. Mais Voyager 2, en franchissant la frontière, nous a fait une retransmission en direct avec son thermomètre. Et la température qu'elle a mesurée a bouleversé toutes les théories. La température du plasma dans la zone frontalière était comprise entre 30 000 et 50 000 degrés Celsius. On s'attendait à ce que l'espace interstellaire soit glacial. Mais juste à l'extérieur de l'héliopause, c'était un véritable mur de feu. Comment était-ce possible, fait dans ce vide profond de l'espace, à 18 milliards de kilomètres du Soleil? Comment pouvait-il y avoir un plasma plus chaud que la surface du Soleil elle-même? La réponse résidait dans la compression magnétique. Lorsque le vent solaire et le vent interstellaire sont entrés en collision, l'onde de choc qui en a résulté a compressé et chauffé le plasma. C'était un accident de la route universelle, et l'épave était encore chaude, encore fumante. Voyager 2 a traversé ce mur de feu, et elle nous a prouvé que la frontière du système solaire n'était pas une simple ligne, mais une barrière dynamique, chaude et turbulente. Cette découverte a réécrit nos modèles astrophysiques sur la façon dont les étoiles interagissent avec leur environnement. Nous savons maintenant que chaque étoile